Bonjour à tous, ici Claire des Lucasfilles. J'ai plutôt fait bonne pioche pour ce mois de septembre, donc trêve de blabla. Je vous livre tout de suite la playlist. Les tops, Truth or Dare. Alors, comme je l'ai dit, plein de coups de cœur ce mois-ci, je dois dire. Donc j'ouvre le bal avec cette réjouissante histoire d'embrouille, de mariage, de double identité et de vengeurs masqués. Une artiste de rue se voit contrainte, suite aux dettes de son papa, d'épouser un fils de bandit, tandis qu'une princesse, sur ordre impérial, doit convoler avec un général. Du coup, on a 4 cocos qui tirent la gueule, mais par un heureux hasard d'embrouille dans l'auberge où les promises s'étaient arrêtées, aucune mariée n'est livrée à la bonne adresse et notre fouteuse de merde illettrée et rayon de soleil se retrouve donc l'épouse d'un général si récalcitrant qu'il préfère feindre la perte de la vue que de se retrouver maqué. En plus, le loulou, qui enquête sur le meurtre de sa mère dans son enfance et est en bisbille continuelle avec son père et la belle Doche, joue chaque nuit les Batman de Shanghai City et accessoirement donc le crush de l'héroïne qui comme d'habitude est incapable de déceler le regard si doux du héros derrière le masque de carnaval. C'est réjouissant et mignon comme tout pour notre bohémienne chinoise qui doit essayer de jouer les princesses afin de sauver les miches des suivants de la vraie mariée et qui doit peu à peu résister à tomber amoureuse du général puisqu'elle n'a accepté simplement de le garder au chaud le temps qu'on remette la main sur la vraie princesse. C'est adorable et le couple fonctionne très bien, même si j'avoue avoir complètement zappé l'intrigue bis des mésaventures de la princesse chez les bandits. Huang Chun-tie, qui faisait le taf dans un rôle similaire dans Dr. Cutie, est encore une fois craquant tout plein et sa partenaire à l'écran est très sympathique, une jolie bulle de tendresse en costume. My Fitted Boy, le drama Noona du mois, et là aussi on va sortir le panneau drama adorable. Et pourtant, potentiellement, avec un autre acteur principal et une orientation un poil différente, on a un scénario à la base hyper creepy, avec un mec qui pourrait être un psychopathe et a fait une fixette depuis l'enfance sur une fille et a donc modelé l'intégralité de ses choix dans la vie dans l'optique de devenir le garçon idéal qu'elle ne pourra pas refuser. Ce qui permet de soulever de véritables doutes sur sa personnalité et de se demander ce que ça aurait donné si elle l'avait repoussé. Mais ouf, on n'est pas dans ce scénario. Le pitch, 2 familles de voisins se prennent d'amitié et souhaitent s'unir autour du mariage de leurs enfants. Pas de bol, car c'est une fille qui vient en premier et le garçon ne pointe le bout de son nez que 7 ans plus tard. Alors que le petit bout a tout de suite le big love pour sa grande sœur entre guillemets, elle en fait sa poupée et son souffre-douleur avant de simplement ne plus le calculer pendant leur adolescence. Il va laisser passer les petits amis divers et variés, servir d'épaule à son cœur brisé plus d'une fois et revenir avec tambour et trompette, mais surtout avec une carrière de future star de la chanson dans sa vie, alors qu'à 31 ans, la Miss est partie en mode pathétique loseuse dans les cartons de son appartement bordélique. Pas remise des atermoiements du cousin de celui qu'elle voit comme un petit frère trop gâté, elle ne s'attend pas à l'intense opération de séduction du junior qui va nous faire le grand numéro et une jolie scène de torse-poil qui est alors chef kiss. Tout est mimi là-dedans, y compris les familles des 2 persos. Et le petit genou est prometteur comme tout, même si je n'avais pas été forcément emballée plus que ça par son rôle de faux gros dans Lovely Sword Girls. Legend of the Dragon Pearl. Alors attention les yeux, 90 épisodes, alors ce qui apparemment est appelé à devenir une rareté vu la législation récente qui a l'air de pousser les Chinois à des séries plus courtes, on s'en réjouit d'avance. Mais bon, je me suis lancée quand même. Alors j'avoue, j'ai triché, je vous rassure. N'empêche, j'ai adoré cette nouvelle version romancée sur la jeunesse de l'empereur Kangxi. Plein de scènes mémorables en perspective et toute une galerie de bons acteurs dans notre gros drama crâne rasé 13 du mois. À qui recommander cette série? Eh ben aux fans de The Rise of Phoenixes, car c'est peu ou prou la même histoire avec une fin tout aussi engageante. C'est pour vous dire à quoi vous attendre et un acteur qui, s'il n'est pas Shen Kun, fait un travail formidable et nous campe un Kangxi bien plus nuancé et fascinant que celui d'Aoi Klo dans Chronicle of Life. Le pitch, la dynastie Ming va se faire supplanter par les Qing et le dernier rejeton à protéger est une fille. Donc on la planque sous une fausse identité en échange du fils d'un général dont la femme accouche
heureusement le même jour. Histoire de ne pas complètement léser la princesse, on en fait vite fait illico presto la promise du substitut, et la jeune fille grandit en rebelle aux pieds nus, sans kung-fu, mais avec la capacité de volter un peu partout, au milieu des singes dans la forêt. Bon, c'est une fouteuse de merde rayon de soleil, et bref, c'est Yang Tze qui tient le rôle, et elle va encore une fois bien manger sa race. Alors, je soulève quand même la question, pourquoi lui faire toujours jouer les quiches naïves et gamines, alors qu'elle est toujours très touchante dans les scènes de maturité, comme elle l'a prouvé sur la fin de Ashes of Love, et ici également sur la fin de la série. Du coup, comme dans The Rise of Phoenixes, ça complote grave pour destituer les Qing, alors que le jeune empereur a bien du mal à s'imposer au milieu de ses ministres, et se lance donc dans des plans pas très simples pour essayer de récupérer complètement le pouvoir. Il croise sur sa route notre fouteuse de merde en cross-dressing, et les deux deviennent tout simplement les meilleurs potes du monde, alors que la fille lui sauve les miches et qu'il la régale dans les meilleures auberges de la ville, car cette fille est un vrai ventre sur pattes. Ça va se compliquer bien sûr quand dans les embrouilles de comploteurs, notre fouteuse de merde se retrouve au palais en possible concubine, et que Kangxi capte enfin que son frère d'armes est en fait équipé de boobs. Ce sera donc le drame, car comment peut-elle aimer l'ennemi juré de sa famille, et que vient se mêler à l'affaire son fiancé, campé par Mao Sejun, le Yiren de Legend of Howland, qui ne veut pas démordre de son contrat de mariage et de son droit au titre impérial. Le couple principal a une alchimie de dingue, et cela prend toute sa saveur quand on sait qu'à l'époque les deux acteurs étaient en effet très amoureux, et tu vas les shipper littéralement à mort pendant toute la série, entre des moments de vraie comédie et les grandes scènes d'angst ou de grâce, car il y a un festival là-dedans. Fait-on marcher dans les personnages roublards et possessifs avec ce drama, clairement un de mes type de personnage masculin préféré, et j'ai été vraiment séduite et bien malmenée aussi par cette histoire que je vous recommande chaudement malgré certains côtés casse-pieds de l'héroïne. Lady and Liar. Alors puisqu'on parle de personnages roublards et possessifs, on enchaîne avec Lady and Liar qui donne l'occasion de se régaler avec un à huis clos qui nous livre le meilleur de la composition de Sealed with a Kiss avec un personnage pour une fois fréquentable. Si vous avez pu résister jusque-là, impossible de ne pas craquer face au loup blanc, héritier d'une famille de truands de Shanghai, qui jette son dévolu sur une magicienne à 2 balles, jouée par Tiffany Tang, accessoirement héritière perdue d'une famille d'industriels. C'est le coup de foudre quand elle lui fait le speech du loup solitaire qui ne s'accouple qu'avec une seule partenaire et peut mourir d'amour sans sa chérie. Donc tu sais à peu près où tu te diriges, et alors qu'elle déteste foncièrement ses manières et son mode de vie et fréquente un jeune homme sensible et aveugle, fan de gardénia, il fera tout pour lui mettre la bague au doigt. Coup de bol, un accident de train la rend amnésique et lui permet de prétendre être le fiancé de la fille et pouvoir enfin faire sa conquête. Comme on s'en doute, le retour de bâton sera sévère lorsqu'elle prendra conscience de ses mensonges, mais c'est peu de dire que le personnage masculin m'a brisé le cœur un nombre de fois incalculable dans son parcours de rédemption et ses moments d'intense vulnérabilité, alors qu'il est prêt à laisser un bras, une jambe et tout le reste pour protéger sa belle encore et encore. Si le maquillage et la composition de Tiffany ne m'ont pas beaucoup emballé, c'est un drama à voir et à revoir, mais alors tout pour à huis clos, qui est en pleine forme, alors comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est le cas de le dire, et donc la prestation est un régal de bout en bout. Le tout dans une ambiance années 30 avec lutte contre les japonais et triade, donc ça nous change et c'est à ne pas louper. Kimi Wapeto. Je n'ai pas été déçue par le postulat de ce drama japonais qui existe aussi en version film. Une trentenaire brillante mais extrêmement complexée et mal dans sa peau, alors qu'elle est belle comme tout, a une vie sentimentale de la loose avec des types qui ne la méritent pas et se fait saquer au boulot pour avoir mis un pain à un gros dégueulasse qui la harcelait sexuellement. Au bout de sa life et passablement imbibée, elle recueille chez elle un danseur amoché qui se planquait dans un carton et qui lui rappelle son chien. Et voilà donc le gamin rebaptisé Momo qui devient l'animal de compagnie de la belle qui, contre sa présence à son domicile, lui offre gîte et couvert, shampoing et caresses. Encore un drama Nouna, et alors que le garçon, par ailleurs brillant danseur étoile à l'aube de la grandeur, s'éprend de sa maîtresse, elle refuse longtemps de le calculer et tente sa chance avec un gros crush de sa jeunesse. J'ai trouvé le personnage féminin extrêmement intéressant et attachant dans ses galères et ses angoisses.
Et on peut dire qu'avec cette série, le concept adopte un mec prend absolument tout son sens. Passé le facteur what the fuck du postulat, on se retrouve dans un petit drama bien ficelé avec une histoire d'amour pour le moins originale. On continue la playlist avec My Queen. Une jolie surprise aussi avec ce drama qui est dans l'esprit de Love Better Than Immortality, Together, mais l'actrice principale m'a beaucoup rappelé celle de The Sleepless Princess par son peps et sa fraîcheur. Et comme dans Truth or Dare, chouette, on a encore un vengeur masqué. Alors le pitch, une secrétaire de PDG exigeant qui a visiblement un gros crush pour elle, ne calcule absolument rien et préfère passer ses soirées à s'enfiler des dramas, oh comme on la comprend. Mais tout à coup, sa télé lui offre l'option d'une immersion virtuelle et la voilà donc projetée princesse d'un ancien temps dans un royaume de fantaisie dirigé par une reine et où une bande de godelureaux doit faire compète pour l'épouser. Parmi les candidats, un beau gosse en blanc qui a une mission de MacGuffin floral pour soigner son frère handicapé et qui souffre également d'empoisonnement parce qu'il n'y a pas de raison et qui devient son fiancé alors que lui non plus n'est pas très emballé à la base par ce projet. Bien sûr, le beau gosse est le sosie du patron et les deux vont faire la paire et alliance face à des sectes rivales à la poursuite du MacGuffin sur fond d'histoires d'amour d'enfance, de double identité et de stratagèmes d'alliance et de retournement d'alliance et autres twists. Le petit Junwoo est alors craquant comme c'est pas possible et m'a fait penser à Jung Ye Chang, donc c'est vous donner la référence, et sa partenaire était pleine de malice, donc j'ai adoré leur couple à l'écran. On se retrouve avec un prince farouche prêt à toutes les humiliations pour sa belle, ce qui est un bon trope qui marche toujours très bien. Même les personnages secondaires sont assez mignons, donc le tout fait une très jolie réussite. The Master's Son, un PDG arrogant qui ne jure que par le pognon et surveille au télescope ses concurrents tout en régimentant à la baguette son centre commercial, est obligé par son assistant de recueillir dans sa voiture une jeune fille sur le bord de la route par une nuit d'orage. Et là, ça devient le début des emmerdes de l'Octave Mouret coréen qui vient de voir entrer dans sa vie un radar à fantômes. La jeune fille qui était la coqueluche du bahut pendant ses jeunes années et dont le nom veut dire soleil, a perdu de sa superbe après un accident de montagne. Après 3 ans de coma, elle est à peine revenue dans le monde des vivants que tous les fantômes se collent à elle et essaient de s'emparer de son corps. Du coup, elle a truffé son typique appartement sur les toits de filles pauvres de gris-gris et amulettes en tout genre et survit à peine en PTSD, incapable de fermer l'œil ou de boire une goutte de soju, la pauvre. Mais voilà, le hasard et des fantômes entremetteurs faisant bien les choses, le PDG est son remède, car dès qu'elle le touche, les apparitions disparaissent et elle n'aura donc de cesse de le stalker et de lui coller au basque et de le tripatouiller afin de pouvoir regagner sérénité et heures de sommeil. Pas chaud au début pour se laisser palper, le PDG fait finalement alliance quand il prend conscience que la fille peut lui servir à mettre la main sur un bijou qui avait disparu lors de son enlèvement pendant l'adolescence. Un bel événement traumatique puisqu'il avait été organisé par son premier amour qui avait par la suite perdu la vie sous ses yeux dans une explosion de voiture. Allons-y à fond sur les tropes. C'est donc la régalade avec Soji Sub, une révélation pour moi, parfait en super méga connard, puis en possessif contrarié et contrariant avant de devenir un parfait amoureux résigné et constant. On a une sacrée galerie de fantômes alors que l'héroïne parvient à comprendre l'utilité de son don et choisit de libérer de leur détresse les âmes exilées sur Terre et donc un sympathique aspect surnaturel qui fonctionne très bien. Bon, et puis sérieusement, adopter Soji Sub. Goong. On nous l'annonce d'emblée, on est dans le fantasme d'une adolescente qui imagine une Corée alternative, encore dirigée par un monarque et qui a clairement grandi en idolâtrant la princesse Diana. Car du fantasme de Lady Di, tu vas en bouffer dans cette série avec une jeune fille du peuple choisie pour épouser le prince héritier afin de redynamiser le patrimoine génétique de la dynastie et donner un peu de modernité à l'ambiance compassée du palais. Et du coup, bah oui, entre la parade de la rue lors du mariage, le choix de pois et plumetis et de pull moche qu'affectionnait tellement la princesse dans ses jeunes années, et l'amour de jeunesse du prince en mode stand-by à la Camilla, la bonne mamie gâteau et surtout l'intervention d'un sosie du prince William en visite officielle, alors on y est, mais alors à fond, c'est point de vue image du monde. Mais je vous rassure, malgré quelques paparazzades, pas de drame en vue
vue dans le tunnel de l'Alma, car la série offre une autre possibilité à notre couple infernal de prince héritier arrogant et a priori insupportable, et de la fouteuse de merde rayon de soleil. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais quasi, car chaque épisode se structure autour de nounours en peluche. Cette série avait fait sensation lors de sa diffusion, et est quand même aujourd'hui un poil vieillotte. Alors, je vous raconte même pas le décor pourri qui fleurbon le studio AB Productions avec un papier qui représente le palais dans le fond, mais ça fonctionne très bien, sauf que je ne comprends absolument pas comment et à quel moment la fille tombe amoureuse du prince. Autant on voit comment il s'attache à elle, et l'acteur fait plutôt du bon boulot, je ne trouve pas d'explication sur la motivation de la fille à s'amouracher aussi rapidement de lui, vu à quel point il est en mode bâtard. Il y a par contre plein de scènes bien réussies entre les deux, et de beaux moments de solitude entre la tradition du palais et la vie d'une jeune fille moderne. Un classique à avoir vu, et on retrouve un bel exemple de connard en rédemption. Across the Ocean to See You. Alors l'acteur Ju Yeon m'avait bien tapé dans l'œil dans The Ming Dynasty, donc j'ai tenté un drama moderne où il est en full mode comédie et en fait des caisses. Et ça pourrait fonctionner car la série sort pour une fois un peu du lot dans son intrigue, mais est beaucoup trop longue et aurait gagné en péchu en réduisant à 24 et non 44 épisodes. Pour une fois, notre duo PDG assistant a une belle inversion de sexe puisque c'est madame, la pète sec exigeante, et donc monsieur qui, à peine sorti de déboires amoureux où il s'est fait lamentablement lourder lors de sa demande en mariage par une pain-bêche, va jouer les nounous et les rayons de soleil. Quand la PDG débarque, on va droit dans l'originalité puisqu'elle vient de sortir d'un mariage arrangé et d'un poste à responsabilité à Londres, et comme l'ex était stérile, madame est allée se faire un bébé toute seule en faisant une five. Du coup, divorcée et en cloque, bonjour le scandale. Et rien que pour ça, la série a le mérite d'exister alors que madame joue les superwomen, mais va donc avoir besoin d'épaules solides pour gérer le quotidien et les nausées pendant qu'elle fait carrière. Ce sera donc son assistant, fan de perroquet, qui passe de la détestation à hyper compréhensif et va même être prêt à se montrer un papa de substitution. Révolutionnaire, me direz-vous, vu le côté très traditionnaliste de nos séries habituelles? Eh ben non en fait, et en dehors de la longueur, c'est même ma critique principale. Zéro spoiler car on te balance l'info assez rapidement en fait, dès l'épisode 1. L'assistant avait, par un incroyable concours de circonstances, fait don de sperme à un centre de fertilité britannique. Et donc toi, tu calcules très vite que nos scénaristes ont téléphoné direct l'heureuse possibilité que le donneur de madame soit notre loulou. Et ben bingo, mais ils vont mettre toute la série à découvrir ce que toi tu as calculé dès l'épisode 1. La morale est sauve, mais bon, au moins le thème a été abordé et ça fait quand même du bien. Les flops. In a Class of Her Own. Ok, ça se regarde, je dis pas que c'est absolument épouvantable, mais je dis d'entrée de jeu que je ne suis pas une grande fan de l'actrice Joo Jin-ji, qui faisait le taf dans le très savoureux Legend of Yoon-si, mais qui depuis me ressort régulièrement par les yeux. Donc du coup, c'est la cata dans un cross-dressing d'une nana enrôlée contre son gré dans une académie et qui peine à nous faire croire qu'elle est crédible un instant en garçon, même très minouché. Alors non, et puis franchement non. On se fout de nous, non mais regardez-moi le travail. Passe encore quand c'est des princesses en goguettes qui font le mur et les 400 coups en ville le temps d'une soirée, mais là on parle quand même d'au moins 6 mois avec partage de chambres, de vestiaires, et alors faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards mandarins sauvages. Cela dit, j'ai rien contre le cross-dressing, c'est toujours rigolo et sympa, avec des grands moments de solitude pour des garçons émoustillés qui pensent avoir viré leur cutie. Et oui, les scènes où ils se disputent le bout de gras, enfin, si je peux dire, vu la minceur de l'actrice, ça fonctionne, mais on se demande quand même un chouïa ce qu'ils peuvent lui trouver, tous nos sympathiques Godluro. J'ai aussi trouvé du coup que la prise de conscience de la vraie identité de l'héroïne arrivait beaucoup trop tard dans la série. Oui, il y a des scènes chouettes, mais les personnages masculins intéressants, en particulier le deuxième, le rebelle de l'académie, lui aussi en mode vengeur masqué, qui est décidément le thème du mois, Richard Wang, était gâché, je pense, vu le matériel. Donc ok, le boys band est sympa et tu sens que ça fleure le remake d'un drama coréen vu l'ambiance. Et oui, car il s'agit du remake du populaire Sung Yuk-hwan Scandal. Mais si vous aimez les embrouilles à l'académie, retournez direct au Poudlard de Fang Jouet ou dans la série The Heiress. Nirvana in Fire. Alors j'ose à peine continuer car je sais que certains risquent de hurler à la mort de me voir mettre cette référence des dramas chinois et du genre dans ma liste de flops.
Et pourtant oui, et alors j'en suis fort Marie, mais même si je reconnais bien haut la qualité de production et du choix des acteurs ainsi que de leur interprétation, je me suis ennuyée en fait à 100 sous de l'heure dans cette histoire, moins de vengeance que de quête de justice face à un empereur qui a merdé, osons le dire, et donc le projet d'un personnage qui nous rejoue la vengeance aux deux visages, de faire le grand nettoyage de printemps à la cour en intriguant savamment et en tirant 12 000 ficelles pour mettre le meilleur canasson à la tête de l'Empire. Des bonnes surprises, il y en a dans ce drama, Ruge, qui est toujours très bien et charismatique, mais bon, son personnage joue les Traviata toute la série, et donc c'est pas la fête à la cafette. Le tout jeune Leo Wu en bambin fatal du kung-fu, la mère saloperie de The Rise of Phoenixes, et l'excellente actrice Tamia Lu, dont les scènes m'ont toujours beaucoup touchée en fait. Mais oui, j'ai beaucoup zappé pour finir la série, tellement j'en pouvais plus des intrigues politiques et de l'ambiance pesante et désespérée de tout le truc. Alors, c'est certes un classique, donc c'est à voir, bon je l'ai vu, mais je n'y ai pas trouvé mon compte, alors ne me détestez pas, c'est mon choix personnel. Konokoi Watsumi Nanoka, ou l'échec et mat de l'amour sur Viki Rakuten. Bon c'est japonais, alors au moins c'est extrêmement court et c'est très très manga, avec l'acteur qui nous sort directement des figures de dessins animés, mais alors je n'ai pas du tout accroché à cette histoire. Un employé de bureau moyen d'une vingtaine d'années s'emmerde dans sa vie et préfère rentrer regarder The Walking Dead à la maison que de traîner au bar avec ses collègues. C'est le spleen total dans son existence, métro, boulot, dodo, mais il va croiser une paire de nibards dans le bus, puis la version verso avec un accident de culotte dans un resto, et du coup notre employé il va en être tout chamboulé. La poupée a plus d'intérêt qu'un décolleté pigeonnant très visiblement doublé vu la silhouette de l'actrice, puisqu'elle est experte adulée en jeu d'échecs ou de dames, ou enfin un truc japonais du genre, et du coup le garçon va essayer de la pécho malgré leur différence d'âge, puisqu'on est tombé là sur un drama nuna japonais à lunettes. Bon, alors j'ai regardé comme je regardais la peinture séchée, mais alors j'avais zéro investissement sur l'histoire et les personnages. Bon c'est du manga en live animation quoi. My Assassin Girlfriend. Un empereur tombe amoureux de la belle assassine qui tente de le trucider sans succès à de multiples reprises. Un trope qui avait de quoi me réjouir. Et en plus le petit couple fonctionne bien avec une jolie performance craquante du tout jeune Ryota. Et puis ce fut le drame. On part sur un voyage dans le temps avec une montre magique et zou, l'intrigue de palais se transforme en intrigue de grand hôtel où l'empereur devient le fils d'une grande famille et l'assassine a perdu la mémoire et ça devient juste chiant en fait. J'aurais préféré rester sur l'arc du passé, qu'on retrouve à la fin parce qu'il n'y a pas de raison, mais quel dommage car ça avait du potentiel et en plus un très joli thème musical. I Hear You. À ne pas regarder les yeux fermés, mais ce sera dur aussi de les garder ouverts malgré la présence de la toujours pétillante reine de la joie Rosie Jiao avec un énième rôle de gourdasse rayon de soleil. Ici une doubleuse voix, fan de manga et d'anime japonais, ce qui nous vaut des séquences kawaii de cosplay et de danse en soubrette. L'héroïne s'appelle Oreille, ça s'invente pas, et se retrouve maquée dans un jeu de télé-réalité avec un luthier froid et psychorigide. Et là la suspension de l'incrédulité va s'arrêter parce qu'apparemment la télé-réalité, c'est paroles d'évangile en Chine, et le duo doit absolument faire croire à la véracité de son couple bidon, ou alors c'est le scandale et la perte de tout honneur apparemment. Donc bon, ouais. Même notre pirate frappadingue des mers de Chine de la romance de Roajon est pas très convaincant. Enfin bon quoi. On a eu vaguement une danse sur le thème de la Belle et la Bête, où la bête est une licorne, histoire de faire plus choupi, mais bon, ça sauvera pas cette série d'un certain manque d'intérêt en ce qui me concerne. Les Nignes d'or, meilleur acteur. Doublé gagnant ce mois-ci, tout d'abord pour Aoi Klo, qui m'a fait chavirer le cœur et coller les poils pendant toute sa performance de Lady and Liar dans son toujours excellent jeu de gros bâtard en rédemption. Mais quel homme! Il est formidable. Et puis bien sûr, Chin Chun-die, que j'avais apprécié dans Listening Snow Tower, mais qui ici a presque l'ingrâce d'un Chen Kun jeune dans son interprétation tout feu tout flamme de Kangxi, et après son rôle de Traviata dans Listening Snow Tower, le voir ici roublard, rigolard, etc. c'était formidable. Meilleure actrice. C'est encore une japonaise ce mois-ci avec Hirayama Noriko et sa working girl au bord de la crise de nerfs dans Kimi wa Peto, qui a du caractère, mais des failles entre ses complexes d'ancienne bonne élève à lunettes, son désir de se marier mais en même temps sa conscience d'être avec des mecs qui ne la méritent pas, et qui est totalement de la veine en fait de la plupart des personnages féminins que je mets en valeur chaque mois, après Rational Life ou Witch's Romance.
actrices, des femmes auxquelles on peut s'identifier, même dans leur grain de folie. Meilleur acteur dans un second rôle, Ian Wang, qui incarnait un méchant plus dans Princess Agents, et qu'on retrouve ce mois-ci en garde du corps complexe dans Lady and Liar, et en frérot magicien dans Across the Ocean. Une gueule assez mémorable qu'on retrouve assez souvent et qu'on risque de retrouver à l'avenir dans d'autres dramas. Meilleure actrice dans un second rôle, Tamia Liu. Je sais qu'elle est créditée officiellement comme actrice principale de Nirvana in Fire, mais alors vu son temps de présence à l'écran, bah non en fait, et du coup je la place sans honte en second rôle parce qu'elle était pour moi alors la meilleure chose de Nirvana in Fire en ce qui me concerne, et que je vais retenir de la série parce que j'ai adoré, mais alors toutes ces scènes, donc j'ai hâte de la voir dans d'autres dramas. Meilleure musique, il y a du choix ce mois-ci entre le thème de Truth or Dare, celui de Lady and Liar, mais je vais donner la palme à la bande originale de Legend of Dragon Pearl avec les deux génériques. Ici celui du début, Bright Pearl de Isabelle Huang, qui est une belle réussite et qui donne le ton de la série qui va vous faire prendre cher. Bon, alors à quoi d'autre s'attendre dans un drama de palais sur fond historique? Meilleure scène. Là aussi, j'ai du matos entre la très poignante scène de Nirvana in Fire où le héros incognito doit donner la main à son amour de jeunesse devant la grand-mère gâteuse qu'il a calculée sous son déguisement et où il n'arrive pas à lâcher sa belle alors qu'elle l'enverrait bouler. Le torse-poil réjouissant de My Fated Boy avec une scène de toucher de cicatrice qui fait pleurer mon petit cœur de Rélo déçu, ainsi que la scène d'accumulation de métaphores sexuelles où la télé, mais pas que, a le feu au cul. La nuit de noces de la mort et la confession de l'épisode 40 qui m'a brisé le cœur. La déclaration d'amour faite en anglais par un vieux japonais à son épouse américaine Alzheimer sur son lit de mort qui m'a arraché des larmes. La nuit de noces de Gong qui également vaut le détour, mais palme de la meilleure scène va se trouver chez Legend of Dragon Pearl, où alors on a un festival comme je vous l'ai dit, entre la scène comique de châtiment corporel, car oui, parfois on peut rire dans Legend of Dragon Pearl, les rencontres masquées dans la chambre de l'empereur, la scène finale déchirante dont je ne vais absolument pas parler puisque voilà, on est en mode spoiler. Donc je vais conclure sur la très belle scène lyrique de danse sous la pluie devant le bassin au lotus, qui est alors une vraie beauté portée par la chanson d'Isabelle Huang que je vous ai placée en meilleur thème, et qui est un rare moment d'harmonie presque parfaite du coup entre les deux personnages principaux, même si les larmes bienfaisantes des cieux nous annoncent bien des drames à venir. Et voilà pour la playlist de septembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos découvertes et coups de cœur du moment, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle playlist. Bon binge watch!